Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle interview, un nouveau podcast SEO. Aujourd'hui, on ne va pas parler trop de SEO, on va parler de quelque chose qui est dans le prolongement du SEO, en tout cas pour l'invité d'aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir Madame Camille Gillet. Comment ça va Camille? Ça va, ça va très bien. Je te remercie de l'invitation. Bah, t'es déjà passé, en vérité. Ouais. Les gens s'en souviennent. T'es passé il y a quelques années. T'étais rédactrice web, rédactrice Mm. aussi un petit peu SEO. Et du coup, on avait parlé de ça. On avait parlé de pas mal de choses, du fait que t'aimes écrire. Et on a décidé tous les deux de refaire cette interview parce que t'as pris un virage ces derniers temps. Et du coup, on voulait en parler un peu parce que c'est un métier qui, on va dire qu'on connaît un peu de nom, mais au final, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est intéressant pour les gens qui travaillent dans le web de connaître ce métier. Donc, on va parler de storytelling aujourd'hui. Juste avant, vous remarquez, je parle un petit peu du nez, je suis malade également. Vous voyez qu'on est en mode un peu à la cool, hein, les cams et tout sont pas super nets. On a fait ça spontanément. Euh, Camille, où tu en es aujourd'hui? Euh, c'est compliqué ça comme question, c'est vaste. Alors, professionnellement, là, je suis en train de. Enfin, je suis en train. Je pense que j'ai bifurqué. Je pense que ça fait quelques mois, là, ça y est, j'ai pu faire la passerelle entre rédactrice web et storyteller. Ça commence aussi à se tasser aussi du côté de ma vie privée parce que, voilà. Comme toi, je suis devenue parent, donc ça entraîne un peu des chamboulements dans l'organisation. Un peu seulement. Ah là Voilà, là. donc il faut se recomposer, quoi. Faut recomposer tout ça. Donc pour l'instant, on va dire que voilà, je suis storyteller et jeune storyteller. Et ça démarre plutôt fort en fait, et je suis plutôt contente. Bah, moi, je suis plutôt content aussi pour toi, puisque bon bah voilà, on est quand même assez proches, donc Mm. c'est vrai que ça démarre bien. Euh, Pourquoi t'as fait ce choix de switcher de rédactrice web SEO à storyteller? On sait que c'est pas du tout les mêmes métiers, je Non. pense, mais il faut quand même avoir voilà, quelque chose qui nous attire quand on veut changer un peu sa carrière. Euh, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé dans la rédaction web SEO et qu'est-ce qui t'a attiré dans le storytelling? Alors, pourquoi j'ai switché? On va partir de là, en fait, je pense, ce sera plus facile à expliquer. C'est que il y avait un besoin global de renouvellement parce que je m'ennuyais. Ça peut paraître très bizarre, mais au bout de 7 ans de rédaction web, je ne dis pas que j'en ai fait le tour, mais je trouvais que les missions, même si les thématiques étaient différentes, je trouvais que les missions se ressemblaient relativement. Et surtout, l'aspect full exécutant ne me convenait plus. Hmm. J'avais plus envie de faire que du texte. J'avais envie de commencer à réfléchir un peu à comment on construit une page, qu'est-ce qu'on veut raconter, etc. Donc vraiment, l'aspect narratif a commencé à vraiment me titiller. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis devenue maman. Donc la première année euh, d'existence de mon fils, je l'ai passé, j'avais mon fils à la maison, j'étais mère allaitante, donc j'allaitais et je travaillais en même temps. Et du coup, quand on est un peu coincé beaucoup de temps voilà, avec un bébé dans les bras, on a le temps aussi de réfléchir, en fait, ça remet un peu tout ça en perspective. Ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et en fait, on a envie de se débarrasser un peu des choses qui sont vraiment problématiques et d'optimiser à la fois financièrement, parce que clairement, le métier de storyteller est beaucoup plus rentable que le métier de rédacteur. Il y a une concurrence énorme aussi sur la rédaction web, d'autant plus avec le Covid aujourd'hui, je trouve. Hmm. Et du coup, voilà, c'était un peu une crise de la trentaine à ce moment-là qui s'est emparée. Et là, c'était bon, ok, c'est le bon moment. Il m'a mis un coup de frein mon fils m'a mis un coup de frein dans mon business et tout, et dans ma vie. C'est peut-être le bon moment justement pour réfléchir à ça. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, je suis passée de est-ce que j'ai envie d'être juste exécutante ou est-ce que j'ai envie un peu de commencer à raconter des trucs? Et ce que j'aimais dans la rédaction web, c'était un peu cette recherche qu'il pouvait y avoir justement d'essayer de convaincre l'autre par les mots, quelles sont justement les forces des mots. Donc vraiment,
j'avais une appétence qui commençait à naître également pour le copywriting et plus forcément sur le SEO où on est obligé en fait de répondre aux attentes de Google qui Mm. correspondent, enfin voilà, qui sont pas très très élevées objectivement malgré ce qu'ils en disent. Donc j'avais vraiment envie de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça, c'est l'envie de nouveauté généralement en fait. Ouais. Bah, y a deux choses que tu dis qui vraiment me. Je pense que c'est ça qui fait une bonne décision, pour le coup, d'aller vers le storytelling. La première chose, c'est effectivement cette histoire de pavé de texte. SEO exécutant. Euh, Moi, j'écris un petit peu. Je vois aussi comment les gens y rédigent pour mes clients et tout. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal, en fait, à me dire, putain, mais cette personne-là, elle kiffe faire ça, là, le pavé de texte et tout. Enfin, déjà, on est mal payé. On est mal payé. Derrière, on travaille sur toute thématique. C'est super chaud de switcher d'une thématique à une autre. Mm. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec des outils qui nous disent de presque sacrifier certaines phrases pour mettre certains mots. Et puis, ensuite, on voit que l'intégration est mal faite. C'est vrai que, ouais, c'est un petit peu lourd. Ah ouais, l'intégration, ouais. Et je te comprends. Je te comprends parce que connaissant aussi un petit peu voilà ta vie en général, bah t'as toujours écrit. Dans toute ta vie, t'as toujours écrit. Et c'est vrai qu'au final, rester dans ce cadre qui est finalement très l'usine quoi, l'usine à taper tout le temps, bah je comprends que tu aies eu envie de partir ailleurs. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est aussi très important et où je me retrouve finalement, c'est l'arrivée de ton enfant. Moi, ma petite, elle arrivait donc en 2020. Et c'est vrai que j'ai eu aussi cette phase de j'ai pris le temps de réfléchir. Alors, il y a eu le Covid qui m'a permis, juste avant les congés paternité-maternité, de réfléchir. Mais c'est vrai que quand tu as un enfant, c'est vraiment une cure de développement personnel au final. Mm. Tu fais le tri dans ta vie. Tu es en train de te demander, mais ton temps, le peu de temps que tu as, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait envie? Et je pense qu'on doit faire ce travail plus régulièrement hors euh, parentalité. C'est plus compliqué, mais disons que quand on a un enfant, ben, ça nous pousse direct en fait à le faire. Ça nous prend pas la tête avec des bouquins de développement personnel ou quoi que ce soit d'autre. C'est direct en fait, tu le fais quoi. Point Ouais, barre. ouais, ouais. C'est pas Tony Robbins qui t'explique là. C'est Tony Robbins, c'est ton enfant en fait. C'est ça. Non, puis avec aucune délicatesse, parce qu'ils arrivent, ils foutent le bordel, quoi. Ils posent les trucs. Tu te démerdes avec ça. Tu te démerdes avec ta psychanalyse, tu te démerdes avec Ah ouais. ton histoire, etc. Et du coup, tu es obligé de te recomposer, de te reconstruire, de te déconstruire, de te reconstruire aussi. Et ça passe aussi par le professionnel, je crois. Ouais, et puis le nombre d'échecs aussi qu'on a. Moi, c'est ça Mm. qui m'a mis dans la gueule, clairement. C'est t'échoues tout Clairement. le temps, en fait. Ouais, Des ouais. fois, tu testes 36 millions de solutions, Mm, ça marche pas. mm, mm. Et puis, Normal. finalement, ouais, t'en apprends aussi pour le boulot après. Mm. C'est ça qui est bien. Bon, ok. Bon, au final, je comprends totalement tout ce que tu viens de dire. Peut-être que la prochaine question, elle est simple, mais elle est extrêmement évidente. C'est quoi le storytelling? Parce que moi, enfin, de ce que j'en avais hein, avant que tu me dises un peu ce que tu allais faire, le storytelling pour moi, c'était simplement page à propos, quoi. Raconte un peu l'histoire de la boîte et puis basta. Mais au final, on le retrouve partout. Moi, c'est vrai que je mettais le copywriting d'un côté et puis la page à propos storytelling de l'autre. Toi, tu vas me dire autre chose, je suppose. Qu'est-ce que c'est le storytelling? Mm. Les deux sont liés. Je ne suis pas copywriter. J'utilise le pouvoir des mots effectivement pour raconter des choses. Je vais choisir mes mots, etc. Donc, ça va m'arriver de copywriter des trucs, des titres par exemple, c'est une de mes spécialités, ou de faire des slogans. Mais le copywriting, c'est une technique qu'on va utiliser en storytelling. Et les copywriters vont dire que le storytelling est une technique qu'on va utiliser en copywriting. Donc, du coup, sur le lien entre les deux, c'est un peu compliqué. Concernant le storytelling, pour moi, c'est très simple. On dit tout le temps que c'est l'art de raconter des histoires. Sauf que raconter des histoires, c'est être auteur, en fait. Tu écris des histoires, tu fais vivre des histoires au cinéma, peu importe, donc peu importe le support. Le storytelling, c'est vendre, en fait, des histoires. Parce que notre finalité, c'est de vendre, de faire adhérer, de générer de l'engagement.
Donc, il y a un but derrière mercantile. On va utiliser le storytelling en marketing, en politique. Voilà, c'est pour faire vendre une marque, en fait, une personne, un produit, peu importe. Et la deuxième définition qui s'imbrique complètement là-dedans, c'est donner du récit à quelque chose. Mm. Donc en gros, ça peut être donner du récit à une crise, ça peut être donner du récit à une personne, ça peut être donner du récit à un produit, etc. Et en gros, le storytelling, c'est chercher du sens, donner du sens et le transmettre pour que, grâce au sens, en fait, on fasse adhérer à des valeurs qui sont propres à l'entreprise, bien évidemment, mais surtout qui résonnent au sein du public, en fait. En fait, on va s'intéresser à son public, on va se dire, putain, qu'est-ce qui va les trigger, en fait, sur quoi on va pouvoir arriver à les attraper. Et on va développer un récit qui va aller les chercher sur ces valeurs-là pour que ça résonne en eux et qu'ils se disent, ça me parle, ça fait sens, voilà, je vais adhérer à ce discours-là, c'est proche de moi. C'est pour ça que l'exemple politique est vachement efficace pour comprendre ça. D'accord. Donc au final, tu as des notions de raison d'être, de valeur à défendre. Tu es en fait finalement dans un combat où il faut essayer de montrer par le récit pourquoi je vais peut-être, via une marque, pourquoi elle va se démener en fait à faire ceci ou cela, pourquoi, je sais pas, le produit a été conçu d'une telle manière, peut-être parce qu'il y a eu tout un enchaînement en fait de péripéties ou un élément perturbateur ou quoi que ce soit d'autre, c'est ça? Alors, il y a toujours, dans le récit, il y a toujours un système d'obstacles, systématiquement en fait. Ouais. Le récit, c'est partir d'un point à un point B avec une série de péripéties. C'est les péripéties qui permettent justement le changement. Et la notion de changement est très importante. Mais il n'y a pas forcément une notion de combat en fait. C'est, comment dire, c'est plutôt une notion de raison d'être. C'est là pour légitimer quelque chose. Quand on parle de donner du sens, par exemple, la quête de sens la plus absolue qu'on connaisse, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi nous? Ouais. Pourquoi l'humanité? D'ailleurs, le bouquin du guide intergalactique H2G2 avait très très bien résumé l'absurdité de cette recherche de réponse et l'impossibilité de répondre ça avec son histoire de. Ça se passe dans un univers, je fais un petit parallèle, mais ça se passe dans un univers galactique avec énormément de races, etc. Et un jour, des races primaires décident de créer un ordinateur suprapuissant, mais vraiment l'ordinateur parfait. Et il est créé dans un seul but, répondre à la grande question. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Et ça prend des milliards et des milliards d'années. Et un jour, il révèle la réponse. Et la réponse, c'est 42. Ok. Donc là, on a les gens qui sont un peu paumés, qui sont en train de se dire, mais comment ça, 42? Et l'ordinateur qui leur dit, oui, oui, j'ai bien réfléchi, j'ai pris le temps. La réponse à la grande question, c'est 42. Et là, le monde des adorateurs et de toutes les personnes qui se sont transmis de génération en génération cette question-là, l'attente, etc. Donc il y a tout un build-up pour ces personnes-là. Ça s'effondre. Leur quête de sens est vide. Et du coup, bah, c'est l'anarchie, en fait. C'est catastrophique. Et ça traduit, pour moi, cette histoire-là traduit justement le besoin de l'être humain de pourquoi. Hmm. Pourquoi la marque est là? Pourquoi le produit est là? C'est ce que tu disais. Pourquoi l'homme ou la femme politique est là? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi l'entreprise, quand elle connaît, par exemple, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur une liquidation judiciaire, pourquoi l'entreprise est toujours là, comment elle a réussi à survivre, etc. Qu'est-ce que ça fait naître chez elle? On va s'appuyer de choses pour euh, supporter ces choses-là. Dans la vraie vie, on va trouver du sens, c'est assez métaphysique en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que on commence à toucher à de la psychanalyse en fait finalement et à de la sociologie dès qu'on touche un peu au storytelling. Et c'est En même temps, dans le en gros, marketing, t'en as pas mal, déjà. oui, clairement, clairement. Déjà parce que on va appuyer sur des biais cognitifs, etc., pour pouvoir vendre et tout, mais parce que l'humain, enfin, même la personne la plus éduquée au monde, la personne qui est persuadée que le marketing ne marche pas sur elle, ça fonctionne, en fait. C'est fait pour. Donc voilà, le storytelling est vraiment là pour justifier. Voilà, c'est vraiment le terme de donner du sens, c'est justifier l'existence de, ou Oh, la raison d'être d'un événement ou de quelque chose. ok. Alors, tout ce que tu viens de me dire, alors c'est des bons exemples, c'est de la théorie, c'est comment formaliser le storytelling, mais au final, concrètement, t'as un client qui arrive. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Parce que
c'est bien beau de raconter un peu ce que c'est le storytelling, d'expliquer comment ça peut apporter, voilà, le pourquoi, de montrer la raison d'être d'une certaine manière, etc. Mais moi, c'était la page à propos. Je suppose que la page à propos est importante, mais ceci dit, où est-ce qu'on le trouve? Sur un site, je sais pas moi, dans les catalogues, dans un commerce ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, je suppose qu'il faut une homogénéité, comme toute communication. Donc, Exactement. où est-ce qu'on le trouve et comment tu travailles avec tes clients? Alors, on trouve du storytelling partout parce qu'il y a du sens partout. Donc, effectivement, le storytelling ne se borne pas, pardon, à la page à propos parce que ce n'est pas que textuel. On peut faire du récit avec tout. Les différentes formes d'art, justement, nous le prouvent. Donc, on va utiliser la vidéo, l'audio, le design. Enfin, on peut faire du storytelling avec un web design, par exemple. Euh, donc, parce que le choix des images, des polices, etc., traduisent un univers et un récit qu'on veut raconter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment de partout. Les clients, ça dépend de leurs besoins. En général, un client avec qui j'ai jamais travaillé va souvent, enfin en tout cas pour l'instant, ils sont systématiquement venus me voir en me disant, je veux du storytelling. Ouais, Et point. Bon, alors du coup, c'était soit des clients qui avaient une entreprise qui était naissante et auquel cas on devait partir from scratch, mais c'était plus souvent des entreprises qui existaient déjà et qui avaient un besoin de sens, qui étaient en perte de sens et qui avaient besoin de transmettre quelque chose. Donc dans ces cas-là, on faisait ce que j'appelle un audit de storytelling, mhm, qui est à la fois une analyse et qui produit un livrable, et c'est un book au final qui va donner justement les éléments narratifs sur lesquels on va s'appuyer. Et cet audit se déroule en fait en deux parties. La première, c'est la collecte d'informations, le maximum d'informations possible sur l'histoire de la boîte, sur les ressentis des employés, enfin de tous les protagonistes. On va essayer également s'intéresser aux clients potentiels, donc on va dresser un peu des personas, même si je vais pas, ce qui va m'intéresser dans les personas des clients, ça va être leurs insights, c'est-à-dire leurs désirs, leurs craintes, etc. Je vais plutôt m'intéresser en fait à ce qui constitue des personnages plus que enfin, je veux dire, je ne dresse pas des personas avec des caractéristiques exactes de personas. Et puis, je vais me poser la question aussi de ce qu'ils veulent raconter, ce que la marque veut raconter, où est-ce qu'elle veut aller. Parce que quand c'est l'occasion de faire un storytelling, c'est aussi l'occasion de raconter voilà, vers où tu veux aller, parce que là, on va partir sur du storytelling prédictif, qui va permettre d'amener la marque à changer peut-être d'image, etc. Et à partir de là, il y a des éléments en fait, qui se mettent en surbrillance. On va voir que la thématique de la marque en elle-même, son histoire a créé un certain nombre d'obstacles, de péripéties, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et pour pouvoir répondre et construire le récit. Je vais prendre un exemple efficace. J'ai eu le cas d'une entreprise, donc c'est un joaillier bijoutier, qui tient toujours à la fois une boutique physique et un e-commerce, et qui était sur un positionnement sur son e-commerce général qui correspondait un peu à tout ce qu'on voit avec Carré d'Or, etc. en fait. Donc d'accord. voilà, c'est plutôt marketplace. Mais lui, il n'avait pas envie de ça. Il se trouve que son entreprise est une entreprise familiale qui a quand même, du coup, qui est sur deux générations, qui reprend des techniques enfin, du coup, ancestrales, qui en plus, l'entreprise est implémentée dans une région où justement la joaillerie est culturelle, en fait. Donc, il y a tout un point historique derrière. Du coup, on est parti sur une narration à la fois de transmission de savoir, parce que l'entreprise également proposait un musée, il y avait une mise en scène qui était faite sur place où on pouvait voir justement les artisans travailler. Donc, on a construit tout un storytelling évidemment de patrimoine régional, de patrimoine familial et de transmission. Donc, on est parti sur un storytelling vraiment voilà, de transmission de connaissances et d'éclairage en fait aux autres. On n'est pas du tout sur un storytelling de prise de part de marché, etc. Et par rapport à tout ça, donc une fois qu'on a commencé un peu à imaginer, donc moi dans le book, enfin c'est un audit, mais au final c'est un book, je déroule un petit peu, sans entrer dans les détails, ce qu'on va raconter, les émotions qu'on va essayer de transmettre. Je vais également fournir, si c'est ce que le client demande, et là en l'occurrence c'était le cas, des éléments de langage pour qu'on puisse le retrouver sur tous les supports. Parce qu'après, à un moment donné, il faut que ce soit utilisable en fait par toutes les équipes, à savoir des équipes textuelles, créatrices, etc. Et je vais également donner des éléments graphiques
qui ne sont pas des éléments définitifs, mais qui sont des pistes narratives en disant, ben voilà, on veut transmettre ça comme ambiance. Eh ben, on va peut-être partir sur ce type de couleur, ce type de police. Évidemment, c'est à mettre en perspective avec le graphiste parce que c'est son travail et que c'est à lui derrière de faire le travail de charte graphique. Mais ça lui permet d'avoir des éléments narratifs pour savoir que, par exemple, ma bijouterie joaillerie, elle va plutôt partir sur des couleurs en rapport avec la nacre, avec le bois, le métal. Et elle va laisser tomber par exemple le blanc qui est fade, qui fait un petit peu médico-légal, etc. Donc voilà vraiment l'étape 1 que je fais avec mes clientes, mais vraiment de préférence systématiquement parce que c'est avec ça qu'on sait exactement où on va et on peut dérouler d'autres contenus. Voilà, comme toujours, hein, quand tu es consultant, de toute façon, 4 étapes. Voilà, Audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. exactement. Donc après, ouais, ça se retrouve sous différentes formes. Tu parlais du marketing, des personas, tout ça, mais il y a une forme de persona, bon, en général, qu'on voit un peu dans tous les cours, mais au final, en SEO, utiliser certaines choses, en storytelling, on va utiliser d'autres choses, etc., etc. Mm. C'est bien d'avoir quelque chose de général, mais le process, on est obligé de le refaire à chaque fois quand même un petit peu, parce que ça permet de mieux travailler. Et Oui. l'audit, ouais, sans audit, qu'est-ce qu'on ferait? Je me demande. On dirait comme Non, ça, mais la one again. ça arrive, hein. Je pense que tu as déjà bossé sans audit Oui, et bah je après, pense quand que tu tu as déjà connais vu le bien le résultat, métier, t'y quoi. vas. Après, si tu connais bien ton métier, que t'as vu beaucoup de monde, t'as beaucoup d'expérience, ça permet de réduire le temps, les budgets et tout, et puis t'y vas Ouais. direct. Mais c'est vrai que tu passes parfois à côté de choses, quoi. Des fois, il suffit que le client t'ait pas dit un truc ou quoi que ce soit d'autre, et Mm. puis hop, c'est mort, quoi. Donc, ouais, l'audit, c'est indispensable pour moi, de toute façon, hein. Bah, je pense aussi. Bon, ça m'est arrivé de bosser sans audit en storytelling, mais je trouve qu'on perd en précision, en fait. Après, tu dis, il y a des exceptions, il y a des moments aussi où tu sens vachement bien les trucs. Toi et moi, ça va aller. Toi et moi, on a plusieurs clients communs. On en a un notamment où j'ai fait pour rebondir sur la question que tu posais sur les différentes formes de storytelling qu'on peut faire. Il y en a un pour lequel j'ai commencé sur du script vidéo. On n'est pas parti du tout sur un audit de storytelling à l'origine, en fait. Et du coup, il a fallu, enfin, on l'a fait un peu exprès, c'est-à-dire qu'avant de faire le script, etc., moi, je suis pas partie bien en tête en leur disant, bah, c'est bon, je vais vous faire une vidéo et puis basta. On a quand même pris le temps avec les clients de réfléchir et de discuter, etc. C'était une forme d'audit, au Voilà, final. exactement. C'est un C'est audit ça. On a qui quand même fait ce est... travail-là. Ouais. Puis moi, j'avais fait un travail aussi avec eux et tout. Ouais, Donc, ça aide quand même. Après, exactement. oui, fallait que ça soit fait de manière express déjà, de base. Donc, on faisait un peu avec les moyens du bord aussi. Ouais, mais justement, tu te souviens comment la réunion s'est déroulée, même si tu m'as filé des éléments, ils ont réexpliqué derrière des choses par rapport à leur histoire et tout. Et j'ai formulé deux, trois trucs sur leur raison d'être, etc., leur sens. C'est le fameux moment où il y a eu cette espèce d'épiphanie sur cette histoire de mythe Prométhée, justement, quand j'expliquais que l'entreprise était un facilitateur. Et en fait, c'est là où quand on s'est mis d'accord en fait, sur ce que l'entreprise voulait véhiculer comme image, donc comme récit, c'est là où j'ai pu commencer à faire mon travail et c'est là où j'ai pu commencer à imaginer le script. Et ça, effectivement, c'est important. Et ces clients-là l'ont très bien compris parce que voilà, ils sont formidables, on ne le dira jamais assez. Mais je dis ça parce que des fois, ils regarderaient peut-être la vidéo. Mais du coup, c'est là où on se rend compte que c'est un élément hyper important. C'est pour ça que la page à propos ne peut pas être et ne doit pas être en fait juste la retranscription d'un entretien avec un client. C'est pas de la retranscription mot à mot en fait de ce qu'un client vous a dit de votre histoire. Ouais. La page à propos est plutôt, finalement, on va dire, un raccourci vers un résumé, peut-être, de la ligne générale qu'on essaie de suivre, peut-être. Mais c'est pas, ça n'a pas donné plus de détails que ça. Et c'est surtout, ouais, pour faire une page à propos, au final. Non, alors non, c'est ni un résumé ni un raccourci et c'est très important en fait. Par contre, on peut tout à fait véhiculer les valeurs et le récit sans faire des pavés de texte. C'est complètement possible. On peut raconter l'histoire de quelqu'un sans faire des pavés de texte. Je vais prendre un exemple très autocentré qui est le mien sur ma propre page. Plutôt que de détailler pas à pas mon parcours professionnel, comme on peut le voir, et du coup assommer mon lecteur, j'ai utilisé le système de frise chronologique. J'en avais parlé lors d'un article, mais la frise chronologique est super efficace. Déjà, c'est visuel,
c'est responsive, ça prend 2 secondes. La personne n'est pas obligée de se taper du texte, elle peut voir les éléments importants, ça c'est cool. Et en plus, narrativement, ça montre qu'il y a textuellement une histoire. La frise chronologique, ça a une dimension historique. J'en avais parlé pour une marque justement de costumes chic. Qui justement utilisait ça et qui en plus mettait en exergue à la fois d'un côté sa propre histoire et en même temps les éléments importants dans l'histoire des États-Unis, ce qui leur permettait de s'inscrire complètement dans l'histoire et le patrimoine culturel des États-Unis. Et c'est ça en fait le storytelling, c'est être en capacité d'utiliser tous les éléments narratifs à ta disposition, y compris du développement web aussi et des ressources, etc., pour construire justement des pages qui vont raconter quelque chose de manière générale. Ok. Et donc, une fois que tu as fait l'audit, bon, après la stratégie, on va dire, elle se goupille directement après. La mise en œuvre, t'en as parlé. On peut faire appel à plein de choses. Tu viens de le dire. Il y avait aussi des histoires de prendre peut-être voilà, du bois ou certaines couleurs ou quoi que ce soit d'autre. Bon, tout ça, c'est de l'application, tout ça, de l'opérationnel. Mais toi, tu fais l'opérationnel ou tu fais sous-traité ou tu travailles avec des prestataires un peu comme nous en SEO, on a un périmètre du SEO. Tu vas donner en fait aux équipes opérationnelles tes directives, c'est ça? Ça dépend des sujets, mais ouais. Pour la partie textuelle, si il y a vraiment besoin de, comment dire, bon, là de copywriting pour le coup, et de précision, je vais m'en charger. Par contre, effectivement, je vais plutôt être sur du consulting, c'est-à-dire que je vais vérifier que ça correspond un peu à la ligne éditoriale pour le texte. Et pour tout ce qui est visuel, etc., je vais transmettre mes recommandations aux spécialistes. Comme toi, je considère qu'il n'y a rien de mieux qu'un expert dans son domaine pour faire son domaine, en fait. Donc là, par exemple, pour mon histoire de joaillier, j'ai recommandé de faire appel à un graphiste. Et avec la graphiste, justement, on va développer la charte éditoriale, pardon, la charte graphique en accord avec la narration voulue. Mais c'est-à-dire que c'est elle qui va mettre le stop final en disant non, non, ça va être moche, ça c'est une mauvaise idée, ou voilà. Et je donne les pistes et les professionnels le font, en fait. Ok, Donc, pour la vidéo, la motion designer va faire ça à ma place. Voilà, c'est pas. Je m'arrête à mon seuil de compétences. ok. Et bon, j'ai bien compris comment, enfin, qu'est-ce que t'es le storytelling, le process, tout ça. Maintenant, si par exemple tu devais vendre le storytelling, par exemple tu as un Ok. client, voilà, il comprend pas qu'est-ce que ça peut lui apporter, etc. Bon, le branding, je pense, moi c'est le premier truc peut-être. La marque, essayer de la comprendre, essayer Mhm. de différencier tout ça, je pense que c'est le truc qui est le plus important. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses avec le storytelling que tu as constaté ou même est-ce que tu as remarqué peut-être des clients qui te disent ah les gens je sais pas ils m'ont dit ça par rapport à nous ou autre. Alors, c'est effectivement là pour. Ça fonctionne pour les marques, ça fonctionne pour le produit. Qu'est-ce qui va différencier un Mac, par exemple, d'un PC? Il y a Hmm. les caractéristiques et il y a également ce que ça renvoie, en fait, comme récit. Parce que je prends l'exemple, je prends un vieil exemple que j'aime beaucoup. Je l'ai travaillé justement parce que j'ai une stagiaire actuellement. Parce qu'on n'arrête pas, hein, j'aime justement les expériences cette année. Je lui ai fait bosser sur la publicité 1984 d'Apple. Donc, c'est une publicité qui a été réalisée en 1984 par Ridley Scott et qui est là pour le lancement de la gamme Macintosh. C'est la première fois qu'Apple va lancer la gamme Macintosh. Cette publicité est extrêmement connue, elle a été diffusée au Super Bowl, elle est considérée comme la meilleure publicité de tous les temps. Et elle montre, donc elle reprend complètement l'univers 1984. Elle montre des gens alignés en train de se préparer pour regarder un discours de Big Brother. Et c'est entrecoupé d'une scène d'une femme qui, elle, est en couleur, qui porte un marteau, qui court et qui est poursuivie par des gens armés. Elle débarque dans la salle où il y a Big Brother, elle fait tournoyer son marteau, le marteau explose l'écran, l'écran libère de l'air, et à ce moment-là, il y a un texte qui défile et qui dit le 24 janvier, vous verrez que sera lancé le Macintosh, Apple, je ne sais plus quoi, parce que ça ne s'appelait pas Apple encore exactement, mais Apple Entreprise lancera le Macintosh et vous verrez que 1984 ne sera pas 1984.
En fait, cette publicité, elle est là parce que c'est très intéressant. À l'époque, le concurrent d'Apple direct pour Apple, c'est non pas Microsoft à ce moment-là, c'est IBM. C'est considéré comme étant le Big Brother à abattre. Les PC sont chers, sont réservés à des néophytes. C'est vraiment en plus à des néophytes, je dis des conneries, justement à des gens extrêmement calés. Donc en plus, il y a un côté très lourd, très entreprise, etc., très uniformisation. Donc en gros, Apple arrive, qui est symbolisé, Apple et le Macintosh sont symbolisés par la femme. Déjà, c'est une femme, contrairement aux autres publics, elle est en couleur, etc., elle est dynamique. Et il vient pour casser ça. Il vient pour réapporter un peu de liberté dedans. D'ailleurs, quand il pète l'écran, il y a de l'air qui passe et ça permet les gens se mettre à respirer. Et en fait, il est là pour apporter un vent de liberté. Et ben, tout ça, c'est du storytelling. Et ça n'a jamais quitté l'idée d'Apple. D'ailleurs, plus tard, on aura en 97 ou 98, je ne sais plus, le fameux Think Different. Tout ça, ça fait partie de l'ADN marque qui s'est toujours positionné à la fois en challenger, mais surtout en libérateur. C'est du storytelling de disruption et ils sont là en libérateur. Donc, le storytelling est là à la fois pour mettre en avant la marque, mais il est là également pour faire naître une culture d'entreprise et donc une culture d'appartenance des consommateurs vis-à-vis justement des produits. Et aujourd'hui, on parle bien de Apple Boy et Apple Addict parce que justement, les gens consomment peut-être moins les produits finalement que ce que la marque représente aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'étais un peu longue, mais je voulais essayer Non, d'expliquer. t'as totalement raison de faire du détail comme ça, et je pense que l'exemple Apple va parler à beaucoup de monde, donc très très bien. Ça va. Euh, on va aller sur un autre sujet maintenant, qui est propre un petit peu à l'écriture de récits, etc. On a parlé voilà, de ton nouveau métier, storytelling, tout ça. Storyteller plutôt, d'ailleurs. Euh, T'as écrit un livre que t'as sorti il y a pas longtemps, Mm. à la Moldu, que ouais, tu bosses depuis un moment dessus. Ça fait combien de temps J'ai avant bossé. que tu le publies? Mm. Ça faisait combien Euh, d'années? non, en fait, je l'ai publié au fur et à mesure en fait, de la rédaction. Parce Oui, que, ouais, sur le site là, Wattpad, je sais pas ouais, quoi. exactement, Wattpad, fanfiction.net et mon propre site, parce que c'est dans la culture de la fanfiction en fait, Mais c'est de un publier travail au fur et à mesure. de combien de temps? C'est surtout ça que je voulais dire. Euh, Alors, j'ai mis 7 ans en le publiant et tout. Voilà. Je sais Fallait pas me combien de temps sortir j'aurais mis 42, si. voyons. Non, mais non, c'est pas non plus ma raison d'être, mais ouais, non, J'espère c'était bien. long. C'était long, c'était long. C'était long et cette histoire m'a suivi parce que c'est ce que j'explique. J'ai commencé à me mettre sur cette histoire parce que j'ai eu une perte de vitesse en fait à un moment donné suite au travail de rédactrice. J'ai fait un petit burn-out au début de ma carrière et j'en ai arrêté l'écriture complètement en fait. Hmm. Et du coup, j'arrivais plus à écrire. Donc je me suis dit, bon, on va essayer pas à pas de faire des exercices. Et c'est là où je me suis lancée dans la fanfiction parce que je me suis dit, ça va être facile, hein, dans un univers. Parce que c'est vrai, la fanfiction, c'est pas vraiment de vraies histoires, ça va être facile. Et en fait, non, ça n'a rien à Non, voir. c'est. Et Moi, je pourrais pas le faire, hein, ce que tu fais, hein, donc. ce sont de vraies histoires. Ah, désolé, petit imprévu. Papa, il est probablement dans ta chambre, mon chéri. C'est les petits aléas. J'ai mon petit gnome qui est arrivé me demander où était son papa. Mais normalement, son papa était censé le garder pendant qu'on était en train d'enregistrer. Donc, ça me rassure pas du tout qu'ils me disent que T'en fais le pas. papa. Il y a plein d'invités qui ont eu leurs femmes, leurs enfants, qui sont venus à l'improviste, donc t'inquiète Ça pas. va. De toute façon, hein, on a vu tu te souviens de la vidéo justement de ce président, enfin pas de ce politicien où il y a son gamin qui débarque avec Ouais. tout le monde et tout. Voilà. Puis l'autre qui arrive comme ça, là. Oui, C'était assez drôle, elle ouais. était trop bien cette vidéo. Voilà. Donc voilà. Ouais, pour répondre à ta question, 7 ans. 7 ans d'écriture et un an à peu près de mise en forme, etc. avant que je puisse parce que je l'ai terminé en octobre 2020 Ouais. et je l'ai publié en papier et en e-pub dans sa version finale en juillet 2021. Voilà. Et donc, du coup, Voilà. c'est une fiction Harry Potter. Ouais. Voilà. Qui est en 3 tomes. 3 gros tomes. Pour la version papier, ouais, parce que Pour la j'avais pas version le choix. papier, oui. Bon, moi, j'ai la Ouais, version ouais, papier. J'ai le début. J'ai le premier tome qui est gros comme ça. Et ouais. puis, il y en a un autre. Je crois que comme ça. Puis le dernier est un petit peu plus petit. Oui, oui, tout petit le derrière. Voilà. Donc, au final, ouais, ça fait quand même. Ouais, c'est rare, quoi. Mm. Combien on avait compté de pages? 1000, 1500, je crois, un truc comme ça. 1500, 1800, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, donc ça fait quand même beaucoup de mots.
Et puis c'est écrit petit, en plus. Plutôt Ouais. petit. C'est pas non plus des gros trucs pour les enfants, justement. Non, non. En plus, pour le coup, c'est vraiment pas une histoire pour enfants, quoi. C'est pas du tout. Enfin, j'ai des gens qui ont voulu l'acheter pour leurs enfants et je leur dis c'est interdit moins de 16 ans parce que bah, déjà, bon, c'est assez trash. Enfin, trash. Disons qu'il y a les mange-morts sont de vrais mange-morts. Je veux dire, c'est des meurtriers, peuvent torturer. Et en fait, le thème, même si on suit une romance, ça fait un peu comédie romantique au début, mais pas du tout. En fait, ça vire vite au cauchemar. Parce que je respecte complètement et je l'ai pas fait exprès pour le coup de la structure narrative en 3 actes où tu as vraiment la découverte, le désenchantement et puis la résolution. Enfin, pensez à Star Wars, comment les premiers épisodes 4, 5, 6 ont été conçus, on est en plein dedans, quoi. Et ça raconte, en fait, même si c'est une romance, c'est une dystopie, en fait. Ça raconte comment un pays, en essayant de lutter contre quelque chose de totalitaire et de dangereux, finalement, finit par adopter ses codes. Donc, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de questions médiatiques, etc. Et à la base, ça se voulait anticipatoire parce que voilà, je voyais des choses qui se passaient. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'était en 2014 et j'ai vu des trucs qui se passaient qui n'étaient pas cool. Et puis après, ben, il y a eu les attentats de 2015 et après, ben, mon travail est devenu un peu actuel, très très actuel en fait. Donc voilà. Donc c'est pour les gens qui aiment bien lire des histoires compliquées, en fait, finalement. Ouais, bon après, moi j'ai commencé à le lire. Malheureusement, j'ai tellement de bouquins à lire, tu vois. J'en ai juste 3 à côté de moi. 4 qui sont même pas commencés, tu vois. Ouais, Donc j'ai même plus le temps avec ma fille de lire plus que ça. on va Donc dire ça, c'est ça. moi, j'ai commencé à lire. Je suis pas trop roman à la base. Et je trouve que ça se lit bien. Donc compliqué, peut-être si tu prends toute l'histoire et que tu finalement essaies de lire entre les lignes et tout. Maintenant, à la lecture, pas compliqué Ah du non, tout, non, hein. non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, j'ai une écriture très simple, très accessible, je pense. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Faut pas se dire fanfiction Harry Potter, ça va, c'est cool. Oui, c'est C'est. Voilà, faut pas pas. tomber dedans. C'est pas le truc qu'on lisait à cours du collège, quoi. Non, clairement pas. Je vois. Ok, et donc ça, c'est disponible où? Ça, c'est disponible donc sur alamoldu.fr, tout simplement. Vous l'avez en e-pub gratuitement et vous avez accès derrière au site de l'imprimeur via alamoldu.fr. Donc, vous passez par le site et vous commandez vos trucs. Les Et liens dans la effectivement, description. voilà, ça fait classe. Et abonnez-vous surtout, hein. C'est ça, Abonnez-vous mettez avec la la petite cloche. cloche. Voilà. Voilà. Mais voilà. Et puis, bah, voilà. C'est ma deuxième publication, parce que j'avais déjà publié un premier recueil de nouvelles. Et j'espère ne pas m'arrêter là, parce que j'ai d'autres trucs à raconter, quoi. Bah écoute, fonce. Ouais, Il me semble que t'as un petit si. projet dans les tuyaux aussi, en rapport avec ton métier également. Je sais pas si tu veux en Ouais, parler. ouais. Ben, j'en ai déjà parlé, en fait, chez David Goss. En plus, en me disant, si je me pose une date, c'est bien, je vais pouvoir le respecter. Et, et voilà, la vie. Et ouais, normalement, je suis censée sortir au printemps prochain un manuel sur le storytelling, sur lequel je suis en train de plancher, qui reprend tout simplement ce dont j'avais besoin, en fait. Ce que j'aurais aimé lire. Il n'a pas beaucoup de prétentions, il a juste la prétention de répondre aux questions que je me posais moi avant de devenir storyteller et qui m'ont été utiles. Donc voilà, on est là pour reprendre un peu les bases de récit avant de plonger vraiment sur l'application marketing. Bah, typiquement ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'analyse de publicité. Et puis et après, bah, la mise en cas concret. En gros, voilà, ce qu'est storytelling, il y a un truc qui serait un peu utile. Enfin, j'espère faire quelque chose d'utile avec ça, Bah écoute, dès surtout. qu'il sort, tu repasses, tu viens ici. On recommencera. Qu'est-ce que le C'est ça. storytelling? Oh, on va pas C'est retourner ça. là-dessus. Non, mais on va recueillir l'événement comme il se doit, on va dire. Ah, c'est vraiment adorable, merci. Sinon, on fait un live si tu veux. On fait un live, ça sera sympa un live. Ce sera classe, ce sera très Ouais, classe. ouais, un live avec Camille Gillet sur Storytelling. Entrée payante 10 euros. Non, Ce peut-être serait pas bien qu'on soit comme. plus de deux quand même, parce que Ouais, si on fait bon. payer, à mon avis, On réfléchira le moment venu, comme on dit. ouais, Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on a quand même pas mal d'aléas dans nos vies, quoi. Parce que nous, on a eu nos enfants, mais bon, il y a quand même eu le Covid par-dessus, il y a quand même ouais. tout un tas de trucs, même dans le digital et tout. Enfin, c'est. Ça bouge, quoi, hein. Ça. Move, move.
Ouais, ouais, ça a beaucoup bougé, mais c'était intéressant. Enfin, je sais pas si toi, tu as vu justement le SEO être impacté par ça, mais pour le coup, dans ma partie, ouais, je trouve que ça a été très efficace en fait. Bizarrement, ça a été utile, le Covid, pour le storytelling. Difficile à dire. En fait, au début, oui. Je trouve que les clients ont vraiment revu leur budget, tout ça, et Mm. on est en période de crise d'un coup. C'est très Mm. brutal, donc finalement, urgence, on coupe tout, on sait pas ce qui va arriver. C'est exactement pareil que je mets de l'or sous mon matelas ou je sais pas quoi. Donc, Mm. je pense qu'il y a eu un effet de choc qui, pendant quelques mois, a un petit peu complexifié les relations entre les prospects clients et les prestataires. Après, ça s'est tassé. Mais en soi, je trouve que les gens, quand même, il y a plus de demandes qu'avant. Bizarrement, je pense que on est ressorti plus fort de tout ça. Enfin, dans le Ouais, SEO en tout cas, moi je sais que j'ai plus de demandes. Et même en termes de budget et tout, les gens ils se donnent les moyens parce qu'ils savent que voilà, il faut que ça vienne chez eux et que ça va pas chez quelqu'un d'autre. ouais. Ils se disent, bah, le marketing, ça contribue à vendre et voilà, ça doit venir chez moi, quoi. Sinon je peux tout perdre, quoi. Ouais. C'est triste au fond, mais au final, pour nous, ouais, on n'est pas impacté, quoi. Mm. Ou positivement. Enfin voilà pour ça. Après, il y a d'autres impacts, mais bon, c'est pas très important, les events SEO, les trucs comme ça, on s'en fout quoi. Tu dis ça aujourd'hui, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a jour de aujourd'hui? tournage. Non, non, mais ça me fait rire. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, moi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Camille? Ah ben je ne sais pas, moi je ne suis pas SEO, donc Ah je ne connais pas d'accord. les events. Je sais pas. Mais la date n'est pas écrite sur la vidéo, donc on s'en Non, fout. c'est vrai, Allez. on s'en fiche. Euh, Par quoi on pourrait finir? Tes projets? Il y a bon, ton projet de livre. Ouais, Il y a ce projet bon, de continuer finalement bah, pendant ces premières années ton activité de conseiller en storytelling, etc., etc. ouais. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont prévus, qui sont dans les tuyaux? Ou, je sais pas, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose en particulier pour terminer ce podcast, cette interview? Euh, Bah, sur les trucs que j'ai envie de faire, je pense que bon, enfin, on se rend toutes quand même avec un livre en préparation, c'est que j'ai envie de transmettre. Je Ah, me suis rendu tu vas compte. faire un PBN donc. Non, 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 c'est bon. J'aurais pas le courage, franchement. Mine de rien, je trouve que c'est beaucoup de travail et j'ai pas la foi. Mais par contre, écrire des livres, il n'y a pas de problème, hein. Ça, je suis pas logique. Mais non, j'aimerais bien transmettre. J'ai vu ça avec ma stagiaire, justement, que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je l'ai vu aussi avec la masterclass que j'avais fait sur la page à propos. Donc, je pense que je vais continuer à développer un peu ce format-là, à continuer de faire de la pédagogie. Je le fais de plus en plus dans mes articles et tout. C'est un truc qui me plaît. Je m'éclate dedans et a priori, c'est un peu utile. Donc, je vais continuer par ça. J'aimerais bien pouvoir avancer sur mon prochain livre aussi, mon prochain vrai livre, j'ai envie de dire, en dehors du manuel, parce que j'ai une histoire à raconter qui est 100% originale. Donc là, j'aimerais bien cette année au moins arriver à poser les bases du script, des personnages, etc., pour peut-être me mettre au travail l'année prochaine, par exemple. Voilà, ce serait cool. Et puis non, je pense que c'est déjà pas mal, quoi, sur le plan, C'est déjà on va bien. dire le plan professionnel, c'est déjà cool. C'est déjà bien. Alors par contre, tu Voilà. me titilles quand même. C'est quoi cette histoire de masterclass? Bah, j'ai fait une masterclass un peu par hasard, j'allais dire l'année dernière, mais oui, je crois que c'était déjà il y a un an, en fait. Ouais, c'était en novembre dernier. Bon, j'explique pas les circonstances, on s'en fiche un peu, mais je monte une masterclass sur le moment pour parler de la page à propos parce que ben, voilà, hein, ça touche beaucoup les rédacteurs et les rédacteurs pensent que le storytelling, ce n'est que la page à propos. Et je trouve qu'on ne fait pas ça bien. Donc je me suis dit, bah, plutôt que de m'énerver dans mon coin comme je faisais avant, on va essayer d'être plus pédagogue, on va simplement expliquer comment on fait ça bien. Et du coup, bah, j'ai fait une masterclass là-dessus pour donner un peu mes tips, etc. Il y avait des exercices. Voilà, on a fait 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, je crois, Mais de jus de cerveau. ok, mais enfin ça, moi j'étais au courant que tu avais fait une masterclass. Ah, pardon. Mais pourquoi tu remets ça sur le tapis? Ben parce que ça avait bien marché et que je pense que je vais un peu travailler le format, hein.
Et puis, Ah, parce tu que veux faire une voilà, formation, toi? peut-être. Ah, t'as peut-être pris une décision. Finalement, je l'ai peut-être Ouais, ouais. convaincu, alors. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Bah oui, ça serait con quand même. Attends, le truc marche bien l'année dernière, et puis Mm. tu sors pas de formation sur ce truc-là. Surtout que la page à propos, comme je l'ai dit, c'est le premier truc qu'on veut apprendre en storytelling, quoi. Ouais. Ouais. Donc, non, bah Ouais, c'est bien puis que t'aies réfléchi tu à m'as pas ça. mal. Ouais. Enfin, j'ai réfléchi. J'étais un peu forcée d'y réfléchir, hein. Un ami m'a un petit peu beaucoup tanné avec intelligence et beaucoup de pédagogie. Et aujourd'hui, on va dire que tu as levé à peu près quasiment tous les pain points, hein, en m'expliquant qu'ils n'existaient pas et qu'il était temps que je me lance. Allez, il faut que tu Voilà. prennes OBS là, tu le télécharges et tu tournes ça cet après-midi. T'as raison, j'ai mon fils qui est malade à la maison, là, donc Super. ça va être top. C'est... Enfin, à moi, je refasse un truc sur la patte patrouille comme j'avais fait. Après tout, et j'ai bien fait un article sur la patte patrouille hein, pour expliquer Bah que voilà. enfin, c'est le meilleur exemple en storytelling d'ailleurs. Donc, C'est dommage et qu'il t'ait c'est pas donné vrai. un backlink, la pack patrouille, hein, parce que vu comment ça marche. La monnaie, moi je veux la YouTube monnaie de la patte patrouille, oui, tu veux dire. Surtout ça qui m'intéresse. Mais voilà, ouais, ça fait partie des. Mais je pense que toi et moi, on sera amenés à se revoir peut-être sur ces projets-là, pourquoi pas. Je sais pas. Si je peux t'apporter quelque chose, on pourra, mais après. Ouais, masterclass page à propos, qu'est-ce que tu veux que je dise, quoi? Ah non, sur la page à propos, peut-être pas, mais voilà, on travaille quand même pas mal ensemble, on fonctionne quand même pas mal ensemble et tout, Oui, donc là-dessus, c'est clair. il y a peut-être des trucs cool. Alright, ok. Voilà. Bon, bah Et toi? écoute, de quoi moi? Bah, on a parlé de moi, mais toi, tu comptes faire quoi cette année? Ah, mais moi, c'est pas moi l'invité, hein. Moi, je suis le mec qui pose les questions. Ah, bah, débrouille-toi. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, en fait. Très concrètement, non, j'ai pas réfléchi à tout ça encore. Là, je me laisse porter par la rentrée. Je Ouais, fais le podcast avec toi. On en refera un autre peut-être plus tard. On reparlera d'autres choses. On verra. Mais bon, là, je me laisse porter pour le moment. Il faut que ok. je fasse le tri. Tu vois, là, j'ai plein de bouquins à lire. J'ai. Tiens, regarde. Ils vont pas me croire, les SEO. Regarde ce que j'ai à lire. Ah oui, T'as vu ça? tu sais, Luc a sombré dans le côté obscur temporairement, il en est revenu après, hein. Mais je suis pas. En fait, c'est pas du côté obscur, ça, hein. Non, c'était juste pour te charrier. J'ai été C'était éditeur de juste pour le site plaisir. avant. C'est vrai, Bah c'est oui. vrai. C'est juste que j'ai arrêté. Ça me faisait chier. Mm. Et là, maintenant, je me pose la question de reprendre avec d'autres méthodologies. Ça sera pas les méthodologies qu'on voit de manière générale. D'ailleurs, je travaille sur des trucs qui n'existent pas, très concrètement. Mais voilà. C'est. C'est pas le côté obscur, c'est juste comment tu vois le sujet, en fait. Là, c'est pas parce que c'est écrit les secrets des domaines expirés que tu vas faire des profits, tu vas flipper ton website, là, et puis voilà. Non, mais C'est c'est intéressant, tu vois, ça regroupe, on peut reboucler complètement sur le storytelling avec ce que tu viens de dire. c'est le On seul prend, bouquin que j'ai trouvé sur les domaines expirés. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans, c'est tout. et tu vas créer Tu, ta propre voix. tu disais quoi, storytelling Ben, j'ai dit que on pouvait reboucler dessus parce que sur un seul et même sujet, en fait, il y a deux façons, enfin, il y a plusieurs façons de le prendre, mais toi, tu es en train de créer ta propre façon d'aborder la question et peut-être que tu communiqueras dessus ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais si tu communiques dessus, tu raconteras peut-être quelque chose d'autre, un autre récit en fait. Tu pourras peut-être tisser un récit différent de ce qu'on voit habituellement sur les PBN. Vu l'absence de billets de blog sur les sujets que je cherche en ce moment, je pense que ça va pas être abordé en public. Peut-être qu'il y a des gens en privé qui ont fait ce que je suis en train de faire. Là, je suis dans un labo. C'est un laboratoire. Et je fais développer des trucs à droite à gauche. Je fais des réflexions, des brainstorming un peu bizarres, qui n'ont pas vraiment de sens, même parfois. Mais j'en ai peut-être allé 5 à 6 sur 10. La data derrière, c'est du vert. C'est nickel, quoi. Ça confirme tout. Donc, Ok. c'est que ça marche. Maintenant, la question, c'est comment consolider tout ça et faire en sorte de faire quelque chose qui soit plus, ouais, plus simple, on va dire, à pratiquer. Parce que pour le moment, en Ok. fait, c'est très manuel, puisque c'est du labo, c'est
tester manuellement pour ensuite essayer de l'automatiser avec des programmes. Mais au final, c'est plus compliqué quand tu passes en automatisation parfois. Ok. Donc bon, on verra. Pour l'instant, c'est les prémices. Mais j'essaie de chercher toujours de la nouveauté. Je m'en fous des trucs déjà acquis et tout. Avoir les compétences, tout ça, c'est bien, mais après, on peut aller beaucoup plus loin, je pense. Voilà. C'est intéressant. Tu vois, tu teases finalement. Je tease, ouais, non, mais non. Je suis pas storyteller, moi. Je tease pas. Bon, on va Ouais. se laisser parce que ça fait quand même déjà 49 minutes. Oui, on avait dit qu'on ferait court. Oui, bah on a fait long. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, c'est de ma faute, je suis désolée. Non, non. C'est la faute de personne, c'est la faute du compteur. Ouais. 49 minutes 32. Mais écoute, hein. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'être venu, ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère qu'en tout cas, tous tes projets vont continuer avec le même train, si ce n'est plus. Et puis, Ouais. j'espère voir le bouquin bientôt. J'espère voir la masterclass bientôt. Je te tanne, Ouais. je te tanne, je Oui, te tanne. c'est ça. Allez. Ça sonne comme une menace, ça, quand même, hein. Tu Mais veux- ouais, Comment tu veux que je te tanne je sais pas moi. Avec ça? Avec le téléphone? Je vais t'appeler tout le temps? ça va faire mal. Ouais, surtout avec celui-là, tiens. C'est le téléphone de Purée, Batman, hein. il est hyper épais, ouais. Il fait 300 grammes, s'il te plaît. Mm, Tu le poses, ça fait du bruit. C'est horrible. c'est vrai. Enfin bref, merci Camille. Merci à toi, Thomas. Et puis à très bientôt. Et puis à ceux qui ont regardé, abonnez-vous, mettez la cloche, likez et oubliez pas de commenter en disant Camille, on attend ton livre, on va l'acheter. La masterclass, c'est pareil. Allez, ciao, ciao, bonne Ciao. journée les gens.